révérend et illustre seigneur Don Michel de Silva, évêque de Viseu. Quand le seigneur Guidibaldo de Montefeltro, duc d'Urbino, fut passé de cette vie en l'autre, je demeurai avec quelques autres chevaliers qu'il avait servis au service du duc Francesco Maria della Rovere, héritier et successeur de celui-ci dans l'état, et comme en mon esprit j'avais encore la mémoire fraîche des vertus du duc Guido et de la satisfaction que pendant ces années-là j'avais ressentie de l'aimable compagnie de personnes aussi excellentes que celles qui se trouvaient alors à la cour d'Urbino, je fus poussé par ce souvenir à écrire ces livres du courtisan, et ce que j'ai fait en peu de jours avec l'intention de corriger avec le temps les fautes qui étaient venues de l'ardent désir que j'avais de payer bientôt cette dette. Mais la fortune, depuis déjà bien des années, m'avait toujours accablé sous le poids de tâches si continuelles que je n'ai jamais pu prendre le temps de les mener au point dont mon faible jugement serait demeuré content. Me trouvant donc en Espagne, ayant été averti d'Italie que Madame Vittoria della Colonna, marquise de Pescara, à laquelle j'avais prêté le livre, en avait, contre sans promesse, fait transcrire et copier une grande partie, je ne pus m'empêcher d'en être quelque peu fâché, craignant beaucoup d'inconvénients qui peuvent survenir en de semblables cas. Néanmoins, je me fie à l'esprit et à la prudence de cette dame, dont j'ai toujours eu la vertu en vénération comme étant chose divine, pour empêcher qu'aucun préjudice ne me vînt d'avoir obéi à ses commandements. Enfin, je sus que cette partie de mon livre se trouvait à Naples, entre les mains de nombreuses personnes, et comme les hommes sont toujours désireux de nouveautés, on pouvait penser que ces gens-là allaient essayer de la faire imprimer. En raison de quoi, effrayé de ce danger, je résolus de revoir incontinent dans le livre le peu que me permettait le temps dont je disposais, dans l'intention de le publier, aimant mieux le laisser voir insuffisamment corrigé de ma main que totalement massacré par la main d'autrui. Ainsi, pour exécuter cette décision, je commençai à le relire, et dès la première page, aussitôt que je vis le titre, je fus pris d'une grande tristesse, qui, à mesure que j'avançais, s'accrut beaucoup, me souvenant que la plus grande partie de ceux qui sont introduits dans ces discours étaient déjà morts, car, outre ceux dont il fait mention dans la préface du dernier livre, est mort le seigneur Alfonso Ariosto, lui-même à qui le livre est adressé, jeune homme affable, discret, plein de façons exquises et propre à toute chose convenable à un homme de cour. Le duc Julien de Médicis, de même, dont la bonté et la noble courtoisie méritaient de faire plus longtemps les délices du monde. Messire Bernardo, cardinal de Santa Maria in Portico, qui par sa subtile et plaisante promptitude d'esprit était agréable à quiconque le connaissait, est mort lui aussi. Est mort le seigneur Ottaviano Fregoso, un homme très rare en notre temps, magnanime, fidèle, plein de bonté, d'esprit, de prudence et de courtoisie, véritablement ami de l'honneur et de la vertu, et si digne de louange que ses ennemis eux-mêmes furent toujours contraints de l'estimer et de le louer, et les adversités qu'il supporta avec beaucoup de constance furent bien suffisantes pour démontrer que la fortune est toujours encore, comme elle a toujours été, contraire à la vertu. Sont morts aussi beaucoup d'autres, de ceux qui sont nommés dans ce livre, auxquels il semblait que la nature promit longue vie, mais ce qui ne devrait pas se raconter sans grandes larmes, c'est que Madame la Duchesse, elle aussi, est morte. Et si mon cœur se trouble pour la perte de tant d'amis et de seigneurs qui m'étaient chers et qui m'ont laissé dans cette vie comme dans une solitude pleine d'ennui, il est juste que la mort de Madame la Duchesse me cause une douleur bien plus poignante que celle de tous les autres, puisque cette dame dépassait de beaucoup tous les autres par sa valeur, et que je lui étais obligé bien plus qu'à tous les autres, pour ne pas tarder donc à m'acquitter de ce que je dois à la mémoire d'une si excellente dame, et à celle des autres qui ne sont plus en vie, et aussi parce que je suis poussé par le danger dans lequel je vois mon livre, et je l'ai fait imprimer et publier tel que la brièveté du temps me l'a permis, et puisque vous m'avez connu durant leur vie, ni Madame la Duchesse, ni les autres qui sont morts, hormis le duc Julien et le cardinal de Santa Maria in Portico, afin qu'autant qu'il me sera possible, vous le connaissiez après leur mort,
je vous envoie ce livre comme un portrait peint de la cour d'Urbino, non de la main de Raphaël ou de Michel-Ange, mais d'un humble peintre qui sait seulement tracer les lignes principales sans orner la vérité par des couleurs séduisantes, ou faire apparaître par l'art de la perspective ce qui n'est point. Eh bien, que je me suis efforcé de montrer dans ces propos les propriétés et qualités de ceux qui y sont nommés, je confesse que je n'ai pas tant 100 fois exprimé, mais même seulement esquissé les vertus de Madame la Duchesse, car non seulement mon style n'est pas suffisant pour les exprimer, mais aussi mon entendement pour les imaginer. Et si d'aventure sur ce point ou sur d'autres également dignes de reproche, comme je sais bien qu'en ce livre il s'en trouvera beaucoup, je suis objet de blâme, je ne démentirai point la vérité. Mais parce que les hommes ont parfois un si grand plaisir à blâmer qu'ils blâment, même ceux qui ne méritent pas le reproche, je ne manquerai pas de dire à certains qui me reprochent de ne pas avoir imité Boccaccio et de ne pas me m'être astreint à la coutume du langage toscan d'aujourd'hui, que Boccaccio fut d'un bel esprit selon ces temps-là, et qu'en quelques parties il écrivit avec bon jugement et ingéniosité. Il a néanmoins mieux écrit quand il s'est laissé conduire seulement par son esprit et son instinct naturel, sans autres études ou soin de polir ses écrits, que quand, de façon laborieuse et appliquée, il s'est efforcé d'être plus savant et plus châtié. Et pour cette raison, ses partisans eux-mêmes affirment que dans ses propres œuvres son jugement l'a trompé, en ce qu'il a peu estimé celles qui lui ont fait honneur, et fait grand cas de celles qui ne valent rien. Si donc j'avais imité cette manière d'écrire qui est blâmée chez lui par ceux qui le louent, pour le reste, je n'aurais pu du moins éviter les mêmes reproches qui sont faits sur ce point à Boccaccio lui-même, et je les aurais d'autant plus mérités que son erreur en ce temps-là, il l'a commise en pensant bien faire, alors que maintenant je me tromperai tout en sachant que je fais mal. Si j'avais aussi imité la manière que beaucoup tiennent pour bonne et qui fut peu appréciée par lui, j'aurais paru par cette imitation montrer que j'étais en désaccord de jugement avec celui que j'imitais, ce qui, à mon avis, n'aurait pas été convenable, et quand bien même je n'aurais pas été mu par ce scrupule, je ne pouvais l'imiter dans le sujet que je traitais, puisqu'il n'avait jamais rien écrit sur une matière semblable à ces livres du courtisan. Et selon moi, je ne devais pas non plus l'imiter dans la langue, puisque la force et la vraie règle du bien parler consistent davantage dans l'usage que dans autre chose, et que c'est toujours un défaut que d'user de mots qui ne sont pas accoutumés. C'est pourquoi il n'était pas convenable que je me servisse beaucoup de ceux de Boccaccio, qui étaient en usage à son époque, et qui maintenant ne sont plus employés par les Toscans eux-mêmes. Pareillement, je n'ai pas voulu m'assujettir à la coutume du langage toscan de maintenant, parce que le commerce entre diverses nations a toujours eu pour effet de transporter de l'une à l'autre, pour ainsi dire comme des marchandises, de nouveaux vocables qui ensuite restent ou disparaissent selon qu'ils sont admis ou rejetés par la coutume, ce que, outre le témoignage des anciens, l'on voit clairement chez Boccaccio et chez qui se trouvent tant de mots français, espagnols et provençaux, et certains qui peut-être ne sont pas bien compris des Toscans modernes, si bien que si tous ces mots venaient à être retranchés, le livre s'en trouverait très amoindri, et parce qu'à mon avis la manière de parler des autres nobles, cités d'Italie, où arrivent de toutes parts des hommes savants, ingénieux et éloquents, qui traitent des grandes choses, du gouvernement des États, des lettres, des armes et affaires diverses, ne doit pas être du tout méprisée. J'estime avoir pu à bon droit employer en écrivant parmi les vocables dont on use dans ces lieux ceux qui ont eux de la grâce et de l'élégance dans la prononciation et qui sont communément tenus pour bons et significatifs, bien qu'ils ne soient pas toscans et même qu'ils aient leur origine hors d'Italie. Bien mieux, on se sert en Toscane de beaucoup de vocables clairement dérivés du latin et employés de manière corrompue, alors qu'en Lombardie et dans d'autres endroits de l'Italie, ils sont demeurés intacts et sans aucun changement, et sont si universellement employés par chacun qu'ils sont admis comme bons par les gentilshommes, y compris par le commun, sans difficulté. C'est pourquoi je ne pense pas avoir commis d'erreur, si en écrivant je me suis servi de quelques-uns de ces mots-là, et si j'ai pris le mot intact et pur de mon pays natal plutôt que le mot corrompu et gâté d'un autre pays. Et je ne trouve pas bonne la règle
règle suivie par beaucoup, selon laquelle la langue vulgaire est d'autant plus belle qu'elle est moins semblable à la latine. Et je ne puis comprendre pourquoi l'on doit donner une plus grande autorité à une manière de parler qu'à l'autre. Car si la langue toscane suffit pour ennoblir les vocables latins corrompus et défectueux, et leur donner tant de grâce, que bien qu'ainsi mutilé, chacun puisse s'en servir comme bon, ce qui ne se peut nier. La lombarde, quelque autre que ce soit, ne devrait-elle pas pouvoir supporter les mêmes mots latins purs, entiers, propres et parfaitement inaltérés, de manière qu'ils soient tolérables? Et véritablement, si l'on peut appeler présomption téméraire le fait de vouloir former de nouveaux termes ou de maintenir les anciens en dépit de la coutume, il en va de même pour ce qui est de vouloir, contre la force de la même coutume, détruire et pour ainsi dire ensevelir tout vif. Ceux qui durent depuis tant de siècles, qui se sont avec le bouclier de l'usage défendus contre l'envie du temps et ont conservé leur dignité et leur splendeur alors qu'à cause des guerres et des ruines subies par l'Italie, se sont opérés des changements dans la langue, dans les édifices, les habits et les coutumes, et outre la difficulté de la chose, il semble que ce soit là presque une impiété. C'est pourquoi, si je n'ai pas voulu en écrivant me servir des mots de Boccace qui ne sont plus en usage en Toscane, ni me soumettre à la loi de ceux qui estiment qu'il n'est pas permis de se servir de ceux que les Toscans n'emploient pas aujourd'hui, il me paraît que je mérite d'être excusé. Je pense donc, et dans la matière du livre et dans la langue, pour autant qu'une langue peut aider une autre, avoir imité des auteurs aussi dignes de louange que les Boccace. Et je ne crois pas que l'on doive me reprocher d'avoir mieux aimé me faire connaître comme lombard parlant lombard que comme non-toscan parlant trop le toscan afin de ne pas faire comme Théophraste qui, parce qu'il parlait trop parfaitement l'athénien, fut reconnu par une simple vieille femme comme n'étant pas athénien. Mais puisqu'il est suffisamment parlé de cela dans le premier livre, je ne dirai rien d'autre, sinon que pour éviter toute discussion, je confesse à ceux qui veulent me critiquer que je ne sais pas leur langue toscane, si difficile et si secrète, et je dis que j'ai écrit dans la mienne comme je parle, et à ceux qui parlent comme je parle. Et ainsi je pense n'avoir fait de tort à personne, car selon moi, il n'est pas défendu à quiconque d'écrire et de parler dans sa propre langue, et encore moins personne n'est contraint de lire ou d'écouter ce qui ne lui plaît pas. C'est pourquoi, s'ils ne veulent pas lire mon courtisan, je ne me considérerai pas comme offensé par eux. D'autres disent que puisqu'il est si difficile et presque impossible de trouver un homme aussi parfait que je veux que soit le courtisan, je me suis inutilement appliqué à l'écrire, puisque c'est chose vaine que d'enseigner ce qui ne peut s'apprendre. Je réponds à cela que je me contenterai de m'être trompé avec Platon, Xénophon et Marcus Tullius, en faisant de côté la dispute du monde intelligible, en laissant de côté la dispute du monde intelligible et des idées, parmi lesquelles, selon cette opinion, se trouve l'idée de la République parfaite, du roi parfait, du parfait orateur, et pareillement celle du parfait courtisan. Si je n'ai pu m'approcher par le style de l'image de cette idée, les courtisans auront beaucoup moins de peine à s'approcher par leurs actes de la fin et du but que je leur ai proposé en écrivant, et si avec tout cela ils ne peuvent obtenir la perfection, quelle qu'elle soit, que je me suis efforcé d'exprimer, celui qui s'en approchera, le plus sera le plus parfait. C'est ainsi que quand de nombreux archers tirent sur une cible et qu'il n'y a personne qui touche le centre, celui qui s'en approche le plus est sans doute meilleur que les autres. D'aucuns disent aussi que j'ai cru me dessiner moi-même, en me persuadant que les qualités que j'attribue aux courtisans sont toutes en moi. Je ne veux pas nier à cela que je n'ai pas essayé tout ce que je voudrais le courtisan sûr, et je pense que quelqu'un qui n'aurait pas eu quelque connaissance des choses qui sont traitées dans le livre, nonobstant toute son érudition, n'aurait pu bien les écrire. Mais je ne suis pas dénué de jugement dans la connaissance de moi-même, au point de présumer savoir tout ce qui, je le sais, me fait défaut. Je remets donc maintenant la défense contre ces accusations, et peut-être contre beaucoup d'autres, à l'opinion commune, car le plus souvent la multitude, encore qu'elle ne connaisse pas parfaitement sans néanmoins par un instinct de nature, une certaine odeur du bien et du mal,
et sans en savoir rendre autrement raison, elle goûte et aime l'un, rejette et déteste l'autre. C'est pourquoi si le livre plaît universellement, je l'estimerai bon et je penserai qu'il doit vivre. Mais s'il déplaît, je l'estimerai mauvais et je penserai que la mémoire en sera bientôt perdue. Et si néanmoins mes accusateurs ne sont pas satisfaits de ce jugement commun, qu'ils se contentent du moins de celui du temps, qui à la fin découvre les défauts cachés de toute chose, et qui, parce qu'il est père de la vérité et juge sans passion, a toujours l'habitude de prononcer une juste sentence concernant la vie ou la mort des écrits. Balthazar Castiglia.